Dans les études que nous avons disponibles en ce moment, on estime qu'entre 10 et 30 des femmes vivront de la douleur aux relations sexuelles dans leur vie et il semble avoir un effet plus prédominant chez la tranche d'âge des 20 à 29 ans. Dans toutes ces femmes-là qui auront de la douleur, environ un 28 à 30 iront consulter et chercher de l'aide pour la douleur qu'elles ressentent lors des rapports sexuels, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais discuter de ce sujet-là avec Chloé Roy-Richard, une collègue physiothérapeute. Petit avertissement pour les gens qui écoutent la version audio de cet épisode. Chloé fait de l'éducation anatomique avec des modèles. Donc, on parle d'anatomie du clitoris et de la vulve, les organes génitaux féminins. Donc, si vous écoutez la version audio, elle fait mention de son modèle anatomique. Alors, bonne écoute. À l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Chloé Roy-Richard, qui est physiothérapeute. Elle a fait son micro-programme de deuxième cycle à l'Université de Montréal en rééducation périnéale et pelvienne. Elle est aussi en train de faire une maîtrise de recherche à l'Université Laval, puis elle est impliquée au centre de recherche, le CIRIS, au laboratoire de santé pelvienne en oncologie avec Stéphanie Bernard. Salut Chloé! Allô Isabelle, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Chloé est aussi travailleuse autonome à son compte, donc elle est très occupée. Aujourd'hui, là, on va parler des douleurs, féminines. Donc, juste pour contextualiser, là, on va faire vraiment référence à l'anatomie d'une personne qui est née de sexe féminin, donc avec un système reproducteur féminin. Donc, pour commencer, Chloé, tu pourrais nous parler de quelles régions, là, de l'anatomie féminine peuvent être douloureuses? Oui, absolument. Donc, je me permets de sortir mon modèle de vulve pour être un petit peu plus clair. Dans le fond, là, ici, on a bien sûr la vulve qui est les organes génitaux reproducteurs de la femme externe. Donc, on est vraiment là à l'extérieur. Il peut y avoir de la douleur dans plusieurs régions là, au niveau de la vulve. Donc, au niveau de la peau, par exemple, on peut avoir des problématiques de peau qui peuvent faire que ça devient sensible, douloureux. Puis si on vient ouvrir un petit peu plus là, à l'intérieur, il y a une partie au niveau de la vulve quand on est à l'intérieur des petites lèvres qu'on appelle la muqueuse. La muqueuse, c'est un peu comme l'intérieur de la bouche en fait. Donc c'est vraiment des tissus qui sont plus lubrifiés, qui sont souvent un petit peu plus rose foncé. Puis il y a certaines parties au niveau de la muqueuse qui peuvent être sensibles pour plusieurs raisons. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc si on parle un petit peu plus spécifiquement là, d'une certaine région de la vulve qu'on appelle le vestibule. Donc, le vestibule, en fait, c'est vraiment à l'entrée là, de la vulve et du vagin. Donc, la jonction entre les deux, un peu comme un vestibule dans une maison. Donc, quand j'entre dans la maison, je suis dans le vestibule. C'est la même chose là, au niveau de la vulve. Cette région-là, en fait, le vestibule peut être plus sensible chez certaines personnes, puis ça peut nous engendrer de la douleur. Donc, ces gens-là vont souvent avoir un diagnostic soit de vestibulite, c'était l'ancien terme, ou de vestibulodynie, donc qui veut dire douleur au vestibule. Donc ça, c'est vraiment une des régions qui peut être en cause. Je me permets de continuer avec un autre petit modèle. Donc ici, on a notre ami le clitoris. Donc certaines personnes ne savent pas là, que le clitoris va au-delà de juste la petite partie qu'on voit en externe qui s'appelle le bulbe. Donc le clitoris, en fait, il serait comme un petit peu à l'intérieur là, de la vulve, à peu près à cette hauteur-là. Le clitoris, c'est une structure qui a énormément de terminaisons nerveuses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nerfs dans le clitoris et ça peut faire en sorte que c'est comme trop sensible, en fait. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir de la douleur, là, vraiment, de façon spécifique au niveau du clitoris ou en dessous, finalement, des lèvres, dans la région où le clitoris est situé. Je termine avec plus le vagin. Donc, au niveau du vagin, là, tout le canal vaginal, c'est de la muqueuse. Donc, ça peut être sensible pour plusieurs raisons. Puis, on peut avoir de la douleur, par exemple, dans un contexte de relation sexuelle à l'entrée. Donc, souvent, cette douleur-là, c'est soit la peau, soit le vestibule, comme on a parlé. Mais on peut avoir de la douleur vraiment en profondeur. On va appeler ça de la dyspareunie
profonde. Dyspareunie, en fait, c'est le nom qu'on donne à la douleur dans un contexte de rapport sexuel, puis profond pour dire que c'est au fond du vagin. Donc, la douleur en profondeur va souvent être liée plus au col de l'utérus, qui est vraiment la fin finalement là, de notre canal vaginal. Puis ça peut être une douleur qui va arriver plus quand on a une pénétration qui est profonde, qui est un petit peu plus forte, qui est un petit peu plus intense. Puis dans ce cas-là, c'est souvent là, soit le col, soit même l'utérus qui peut être en cause là, dans ces situations-là. Puis une femme, admettons qu'il y aurait eu une hystérectomie, donc on lui a enlevé son utérus. Heu, Qu'est-ce qu'ils font là en termes de chirurgie? Est-ce qu'il y a encore un col? Qu'est-ce que ça fait là exactement? Habituellement, quand ils vont enlever l'utérus, ils vont enlever le col aussi, parce que ça fait partie, en fait, là, de l'utérus. Donc, ils vont venir retirer le col. Souvent, ils vont le faire par le vagin. Donc, ils travaillent par la voie vaginale pour faire le retrait. Puis, à la fin, ils vont venir coudre, donc suturer le fond de l'utérus. Puis, ils viennent attacher ce fond du vagin avec les ligaments de chaque côté qui tenaient l'utérus. Donc, l'utérus, là, c'est vraiment une structure comme ça qui est soutenue par des ligaments de chaque côté à l'intérieur du bassin, puis ils vont rattacher ces ligaments-là sur le fond vaginal. Donc, évidemment, si on a une cicatrice au fond du vagin, ben ça se peut qu'on ait de la douleur aussi. Puis dans ce cas-là, c'est pas le col la cause, ben c'est la cicatrice là, qui est souvent en cause. On a parlé, tu sais, du clitoris aussi. Le clitoris, dans le fond, sa principale fonction, en fait, sa seule fonction, c'est l'excitation sexuelle, le plaisir. Hem, Quand il y a l'excitation, la phase d'excitation là, dans une activité sexuelle, puis qu'il y a de l'engorgement sanguin qui arrive au niveau des organes génitaux, est-ce que ça peut être douloureux aussi? Absolument. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles c'est douloureux. Si la personne, par exemple, a beaucoup de tension dans les muscles de son plancher pelvien, et là, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu plus en détail du plancher pelvien pour que les gens comprennent. Euh, Oui, ben, si c'est une des raisons pourquoi ça peut faire mal, effectivement. Fait que je te sors un autre modèle. Je vais essayer de le mettre assez haut. Tu me diras si tu le vois bien ici. Oui, c'est C'est parfait. bon ça? Donc en fait, là, on est dans un modèle un petit peu plus anatomique, avec des os. Donc on est au niveau du bassin. Puis si je tourne là pour voir en dessous du bassin, on se retrouve dans les muscles du plancher pelvien. Donc c'est un ensemble de muscles qui s'attachent sur le pubis en avant et qui se rend jusqu'au coccyx derrière. Donc ces muscles-là ont plusieurs fonctions, mais pour en revenir à ta question, si on a de la musculature dans cette région-là qui est très, très activée, très, très tendue, ça peut être difficile quand il y a un gros afflux de sang que les tissus se fassent étirer. Et donc là, la personne peut avoir de la douleur parce que c'est comme s'il y a trop de liquide dans un espace où il n'y a pas assez de place. Donc, ça crée de la douleur, ça crée de l'inconfort. Évidemment, si on parle de musculature, la musculature du plancher pelvien fait entre autres le tour de l'orifice du vaginal. Donc, c'est un peu une des choses qui vient contrôler la possibilité d'avoir une pénétration, que ça soit d'un doigt, d'un objet, d'un pénis ou peu importe. Fait que si la personne elle a trop de tension dans sa musculature du plancher pelvien, ça peut ça aussi causer de la douleur au niveau de l'insertion parce que la musculature est trop serrée, donc c'est difficile d'entrer. Et ces gens-là même peuvent avoir un problème qu'on appelle le vaginisme. Donc c'est une problématique où il y a une contraction des muscles du plancher pelvien qui est beaucoup trop forte, de façon souvent involontaire. Donc les gens ne contrôlent pas ce qui se passe, puis ça empêche la pénétration. Puis des fois, ça peut même empêcher la pénétration d'un tout petit objet, là. Ces gens-là, des fois, peuvent être incapables de rentrer, par exemple, un doigt, un tampon, puis même un Q-tip, des fois, là, va pas être en mesure de rentrer à ce moment-là. La question là, ultime, c'est est-ce que c'est normal pour une femme, selon les stades de la vie là, fait que adolescence, puberté, ménopause, postpartum, en grossesse, est-ce qu'il y a des phases de la vie que c'est normal d'avoir de la douleur aux organes génitaux pour une femme? Isabelle, je te dirais que la réponse courte, c'est pas normal, non. La réponse plus longue, c'est même si c'est pas normal, c'est quand même fréquent. Puis effectivement, selon là où on est dans notre vie, il peut y avoir des changements qui font en sorte que ça arrive plus, qu'on ait de la douleur. Hem, Est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu plus en détail là. Oui, ben oui. Mettons, si on y va par phase de vie, là, exemple à l'adolescence, là, c'est quoi un peu les problématiques douloureuses qu'on voit le plus souvent? Ben, je pense que
à ce niveau-là, on tombe un peu aussi dans notre vision de société de dire: «Ah, la première fois, par exemple, qu'on va avoir une relation sexuelle, c'est normal que ça fasse mal» ou «C'est sûr que ça va faire mal». Entre autres parce qu'on se dit: «Ben là, il y a l'hymen, tu sais, qu'il faut comme qu'il se défasse», tu sais? Puis je trouve ça Veux-tu bien. juste me montrer, mettons, avec ton modèle de vulve, là, l'hymen, c'est quoi? C'est où? Ben, dans ce modèle-là, on voit pas vraiment là, l'hymen, mais en fait, l'hymen, c'est censé être une section de peau qui est à l'entrée, là, juste l'autre côté du vestibule, puis qui viendrait obstruer, comme bloquer un petit peu là, l'espace au niveau de la pénétration. Quand on entend parler de l'hymen, souvent on s'imagine ça comme une grosse toile bien dense, mais au final, l'hymen, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui bloque complètement l'espace. Si c'est le cas, en fait, c'est une problématique et cette personne-là, souvent, va devoir se faire une hyménectomie. Donc, ils vont chirurgicalement retirer l'hymen parce qu'il est dans le chemin puis c'est pas possible d'avoir une insertion. Hem, Exactement. Donc, si, mettons, une adolescente a eu ses menstruations, est capable d'insérer un tampon, théoriquement, si elle a une relation sexuelle pour la première fois avec une pénétration, ben, il y a pas l'enjeu de percer l'hymen, là, comme dans absolument. la croyance populaire. Absolument. Fait que, tu sais, même les histoires où on vérifie si la femme était vierge en allant vérifier si l'hymen était encore là. Puis là, ces femmes-là, des fois, se faisaient bannir de leur maison, village, peu importe, à cause de ça. Ben, c'est parce que ces femmes-là avaient une anatomie où l'hymen était tout simplement très discret. Puis ça veut pas dire qu'il y avait nécessairement eu pénétration. Parce qu'au final, l'hymen, c'est vraiment juste un espèce de petit épaississement du pourtour de l'entrée vaginale. Donc, ça peut ou non saigner aux premières relations, mais ça devrait pas faire mal. Fait que c'est sûr que si on pense à une jeune femme, une jeune fille qui a pas encore vécu ça, mais qui s'est fait dire par partout tout le monde autour que ça devait faire mal, déjà c'est un événement qui est stressant parce que c'est de la nouveauté, on sait pas trop à quoi s'attendre, on est jeune, puis là on a le goût d'avoir un rapprochement avec notre partenaire, mais on sait pas nécessairement comment s'y prendre. Puis là, on se fait dire que ça va faire mal. C'est difficile d'être relâché au niveau des muscles qu'on parlait tout à l'heure du plancher pelvien. Donc, il y a des bonnes chances que ça soit sensible pour mille et une raisons. Mais Puis c'est pas ça, obligé. c'est quand que c'est une première relation, tu sais, il y a tout le contexte social, Ouais, la l'envie que pression. ça se passe bien, la pression, le manque de connaissances aussi, bien Absolument. souvent, là. Fait que, tu sais, par rapport à l'excitation, la lubrification, fait que, tu sais, probablement que souvent ça précipite vers une pénétration alors que la jeune adolescente, la jeune femme est pas nécessairement prête à ça. Donc ça peut créer des expériences douloureuses qui vont laisser des séquelles aussi par la suite, j'imagine? Absolument, c'est certain. Tu sais, on est fait, le corps est fait pour que notre système nerveux nous protège de des situations qui sont perçues comme dangereuses. Fait que c'est certain que si la première fois où j'ai une pénétration, je vis de la douleur, mon cerveau va enregistrer cette action-là comme étant quelque chose de potentiellement menaçant ou dangereux pour moi. Et donc, la prochaine fois que je vais me mettre dans une situation pareille, puis je vais vouloir avoir une pénétration, ben mon corps va dire: «Attention, danger. La dernière fois qu'on a essayé de faire ça, ça a fait mal. Est-ce que tu sais, est-ce que je vais être en mesure de le faire? Est-ce que je vais être capable de relâcher?» Et là, la tête embarque et là, des fois, il y a même la pression de: «Ben là, on l'a déjà fait, fait que clairement, tu devrais être en mesure de le refaire». Et là, la femme, la jeune se met de la pression de le refaire alors qu'elle est pas nécessairement prête. Hem et quand puis je pense que ça, c'est super important, mais quand même nous, on n'écoute pas notre propre consentement à l'intérieur de nous, ben le cerveau ressent encore plus le besoin de créer un signal d'alarme puis de le crier de plus en plus fort parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps, tu sais. Tout à fait. Donc, dans cette optique-là, est-ce que tu considérais que les adolescentes puis les jeunes femmes qui sont comme au début de l'exploration sexuelle sont plus à risque d'avoir des douleurs? Malheureusement, oui. Puis je dirais qu'il y a aussi puis tu sais, j'allais dire, il y a un phénomène où, les jeunes, je pense, s'instruisent beaucoup par internet. Les jeunes s'instruisent, entre autres, par la pornographie parce que c'est rendu très, très accessible. C'est un enjeu. En même temps, je me dis, nos parents avaient pas accès à de la pornographie, mais nos parents avaient pas nécessairement une meilleure éducation sexuelle. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur renseigner les jeunes sur l'anatomie, la fonction, comme tu disais, le processus d'excitation, l'importance de faire,
Ben, une approche par étapes au niveau de la relation sexuelle. Fait que, tu sais, d'avoir de l'intimité, des caresses, éventuellement des touchés au niveau du tu sais, génital qui sont confortables, agréables, stimulants, qui permettent une excitation pour après ça, éventuellement, penser à une pénétration. Mais si on se Puis la ramène à communication, tu mon Dieu, sais, je tellement. pense que c'est ça, les jeunes, là, en tout cas, de ce que je perçois, là, c'est ce que, tu sais, l'enjeu de communication, puis d'être capable d'exprimer ses besoins dans la sexualité, ça fait partie de la solution pour régler les douleurs aussi. Absolument, absolument. Puis donc, si on revient à la pornographie, ben le couple qui a vu une relation dans le contexte d'un film pornographique va se rendre vite compte dans la réalité que ça se passe pas de la même façon. Tu sais, il y a pas de préliminaire, on fait l'amour pendant des heures, la femme est toujours prête, elle est toujours willing, l'homme a une érection qui en finit plus de finir. Fait que, tu sais, si on se base là-dessus, ben, on comprend pas nécessairement l'importance de prendre notre temps, Ouais, puis c'est pas la d'explorer les réalité, là. choses graduellement. Exactement. Mais si on pense que c'est ça, ben, ça engendre des douleurs, puis ça crée des problématiques. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis tu parles de pornographie, mais même les films, tu sais, là, les films romantiques, C'est les vrai, comédies romantiques, là, c'est tu vrai. sais, elle tombe sous le charme, puis là, tout d'un coup, bang, bang, ça se passe, là, mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est très, dans la culture, on nous projette beaucoup cette image-là, mais tu sais, faudrait savoir l'histoire d'après. Est-ce que toutes ces ces belles histoires d'amour-là finissent avec des douleurs peut-être, là? Elle a l'air de quoi la fille 2 ans plus tard, tu sais? Ouais, c'est ça. Hem, fait que voilà, puis après ça, mettons qu'on passe à la femme un petit peu plus adulte, là, si on veut. Est-ce qu'il y a certaines douleurs? Mettons qu'on parle en période, là, avant d'avoir accouché ou, avoir eu des grossesses, là. Donc la femme qui a pas encore vécu une grossesse, là. Exactement. Ben oui, on va en avoir. Je dirais que souvent, ça va être des femmes qui vont avoir justement, des douleurs, dans le contexte des relations sexuelles s'il y en avait dans le passé. Fait qu'il y a ce volet-là, tu sais, quand on pense à la jeune femme qu'on parlait tout à l'heure, là, qui a ses premières relations sexuelles et qui a de la douleur dès ça, on va appeler ça de la dyspareunie primaire. Donc dès la première fois où elle a eu des relations, il y a eu une douleur, puis la douleur se persiste dans le temps. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la dyspareunie secondaire. Donc, la personne n'avait pas nécessairement de douleur au début, mais éventuellement, il y a quelque chose qui va être arrivé qui va faire qu'elle va avoir de la douleur. Donc, quand on parle de quelque chose, ça peut être toutes sortes de choses. Tu sais, on pense souvent, malheureusement, aux traumas sexuels, aux agressions sexuelles. Puis, tu sais, c'est très fréquent, là. Il y a une femme sur 3, autant au monde entier que dans notre pays, au Canada, qui va avoir vécu à un moment donné dans sa vie une agression, de la violence sexuelle. Donc clairement, c'est quelque chose qui arrive très, très fréquemment et qui peut engendrer des impacts, mais c'est pas la seule cause. Si on pense, par exemple, à des enjeux plus au niveau du système reproducteur comme l'endométriose, c'est une problématique de santé qui, touche en fait vraiment l'utérus, les ovaires et tout ce qui est aux alentours parce qu'on s'entend qu'une fois que l'endométriose s'installe dans un corps, ça peut se répandre beaucoup plus loin que C'est ces ça. là. Juste pour les gens qui connaissent pas l'endométriose, là, dans le fond, c'est qu'il y a un tissu qui est similaire à l'endomètre, fait qui est la paroi interne de l'utérus, qui va proliférer puis qui va se développer, qui peut aller sur les organes à l'extérieur de la cavité pelvienne. Donc, tu sais, on peut en avoir au niveau des intestins, justement les ovaires, on peut en avoir, jusqu'au diaphragme. Donc c'est ça, c'est une problématique qui va toucher les femmes. Puis malheureusement, c'est ça, c'est associé à beaucoup de douleurs. À ce moment-là, ça va donner des douleurs habituellement un petit peu plus au niveau du col puis de l'utérus, c'est ça? Oui, ben, on va avoir des douleurs abdominales souvent, puis tu sais, ces femmes-là vont souvent aussi, avoir d'autres ce qu'on appelle conditions associées, donc d'autres problématiques, en même temps. Fait qu'entre autres, c'est des gens qui souvent vont avoir des difficultés au niveau de la digestion, ils vont alterner entre de la diarrhée puis de la constipation. Quand ils vont arriver pour passer des selles, ils vont avoir des grosses douleurs abdominales, puis là, c'est des douleurs qui sont comme floues, là. «Ah, c'est-tu mon utérus? Ça ressemble un peu à des crampes menstruelles, mais ah, ça peut être aussi au niveau de mon rectum, c'est pas clair si ça me fait mal à un ou à l'autre». Puis en fait, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des adhérences, des lésions d'endométriose qui sont situées entre l'utérus puis le rectum. Fait que ça fait que
ces tissus-là qui devraient bouger les uns par rapport aux autres bougent moins bien et donc ça fait mal quand il y a quelque chose qui passe, là. Exactement. Fait que, tu sais, tantôt on parlait d'anatomie, on n'a pas parlé du cul-de-sac de Douglas, là, Le qui est fameux. comme oui, c'est ça. C'est comme une petite pochette. Ben, je sais pas si tu es capable de l'expliquer avec ton modèle? Ouais, c'est ça, je vais essayer de je vais sortir les trucs du bassin, là, je pense que ça va peut-être être plus facile de le démontrer de cette façon-là. Donc si je fais ça comme ça, est-ce que tu vois bien? Donc, en fait, le cul-de-sac de Douglas, ça se passe à l'extérieur de l'utérus, mais c'est vraiment la paroi ici du péritoine, là, qui est donc l'enveloppe entre les organes au niveau de l'abdomen, qui va souvent être vraiment affectée là, par l'endométriose. Donc, c'est vraiment comme si les tissus ici se ramassent à se faire un peu coller ensemble. Puis, à place d'être en mesure, comme je disais, de glisser puis de bouger adéquatement, ben ça vient vraiment là, restreindre la mobilité. Donc, on s'imagine que s'il y a une selle qui passe ici dans le rectum, puis qui a besoin d'expansion un petit peu, mais que là, c'est tout attaché ensemble avec l'utérus, puis le fond du vagin, finalement, ben ça vient créer beaucoup, beaucoup de douleur. C'est ça. Puis quand on a une pénétration, ben, évidemment, il faut que l'utérus soit mobile puis soit capable de bouger pour venir faire, l'espèce de mouvement de va-et-vient, là, parce que c'est pas une structure qui est fixe. Fait que s'il y a Absolument. des adhérences ou des lésions d'endométriose dans cette partie-là, ça peut provoquer de la douleur, là, plus dans le fond du vagin, là, justement, à la pénétration profonde. Exact. Donc, la dyspareunie profonde qu'on parlait tout à l'heure. Parce que, dans le fond, si on arrive avec une, là, bien sûr, je serais à l'intérieur ici, là, mais si on arrive avec une pénétration puis qu'on habite sur le col, comme tu dis, Isabelle, normalement, l'utérus se tasse dans, tu sais, dans l'abdomen, en fait. Mais si on n'arrive pas à avoir cette mobilité-là parce que l'utérus est trop fixé par des adhérences, ben on va avoir un manque de mouvement puis on va comme frapper le fond vraiment plus fort et donc ça fait de la douleur. On parlait de douleur aux relations. Ces femmes-là qui ont de l'endométriose, je voulais juste te sortir une petite statistique parce que ça peut être intéressant, là. 75 à 80 des femmes qui ont de l'endométriose vont avoir de la douleur aux relations sexuelles. Donc, Puis c'est énorme, là. ouais, c'est ça. Puis on se rappelle que l'endométriose, c'est une femme sur 10. Même, il y a certaines statistiques qui tendent à dire que ça serait plus que ça. Fait qu'une femme sur 7, sur 8 qui vont être touchées par cette condition-là. Puis malheureusement, c'est encore très difficile, là, à Très difficile. diagnostiquer. Ouais, Fait que c'est des femmes qui peuvent souffrir pendant 5, 10 ans sans avoir de diagnostic. Fait que ça amène aussi de la détresse psychologique, d'autres enjeux au niveau relationnel. C'est des femmes qui vont manquer du travail. Je vais faire un épisode éventuellement là, sur l'endométriose, là, fait qu'on pourra approfondir le sujet. Si on passe maintenant à la femme là, qui est en période, mettons, postpartum. ouais. Et Donc qu'est-ce qui se produit en postpartum, puis pourquoi il y a plus de femmes qui ont de la douleur? fait que juste pour que ça soit clair pour tout le monde, postpartum, on pense souvent à dépression postpartum parce que c'est les mots qu'on entend quand on entend postpartum, mais quand on parle de postpartum, c'est vraiment juste la période après avoir eu un enfant. Donc, les mois qui suivent finalement l'accouchement, que ça soit un accouchement vaginal ou par césarienne, c'est ça qu'on appelle la période postpartum. Ben, il y a quand même plusieurs phénomènes, en fait, qui se passent là, quand on est dans cette période-là. Puis un des phénomènes importants dont il faut qu'on parle, c'est les changements hormonaux. La grossesse est un énorme changement hormonal en soi. Tu sais, notre corps doit s'adapter à ben, un bébé qui prend de l'expansion, puis éventuellement sortir ce bébé-là de notre corps. Puis après, si on souhaite, entre autres, allaiter, ben, il faut produire ce lait-là. Donc, il y a vraiment un ensemble d'hormones qui doivent jouer pour nous permettre cette espèce de miracle-là de la vie qui est difficile à s'expliquer, honnêtement. Mais donc, si j'allaite, par exemple, mon corps est encore vraiment axé sur ben, produire du lait, nourrir mon enfant, récupérer de mon accouchement et donc mes hormones se remettent pas en mode, femme qui a pas d'enfant. Donc on a habituellement, une absence de règles. Puis là où la ménopause entre en ligne de compte, c'est que ça ressemble un peu à un état de ménopause au niveau du taux des hormones que ces femmes-là ont. Et donc, qui dit apparence de ménopause dit, entre autres, manque d'estrogène. Et les estrogènes, ça a beaucoup d'utilité dans le corps, entre autres au niveau de comment ça se passe dans la région vulvaire et vaginale. Donc, les gens qui vont être en période postnatale, souvent vont avoir des symptômes de sécheresse vaginale, de la démangeaison, de la sensibilité, ça devient irrité facilement. Même juste des fois, là, leur quotidien, sans même toucher à la région, peut être inconfortable dans la région gynécologique. Fait qu'on n'imagine même pas si on essaye une pénétration à ce moment-là.
Ça peut fissurer aussi. C'est comme si l'élasticité de la peau dans cette région-là était moins bonne que, tu sais, entre autres, les estrogènes, ça a ça comme fonction, là, de venir nourrir un peu la peau, au niveau des organes génitaux. Oui, donc la peau est mince, la peau est friable, on tu sais, on voit que c'est sec, on n'a pas le goût de l'étirer, là. Ça a l'air de vouloir fissurer avec pas grand-chose, comme tu dis, puis même des fois, ça fissure, comme on disait, en s'essuyant après être allé aux toilettes, sans même avoir eu une relation sexuelle. Fait qu'en fait, il y a un syndrome qui a été décrit maintenant, ça fait pas très longtemps, là, dont on entend parler, qui s'appelle le syndrome génito-urinaire, de l'allaitement. Parce qu'on sait que le syndrome génito-urinaire de la ménopause a été décrit aussi pour la ménopause, mais on se rend compte vraiment là, que c'est un syndrome en soi et que ça touche plusieurs femmes et que dans le fond, le moment où les femmes cessent leur allaitement, en dedans de quelques semaines, on redevient vraiment plus confortable dans cette région-là. C'est drastique, là. Les patientes en parlent, sont comme: «Mon Dieu, j'ai arrêté d'allaiter 2 semaines après. Ma vie était complètement différente», alors que tout le long de leur allaitement, ils vivent de la douleur aux relations sexuelles, elles ont de la dyspareunie et c'est très incapacitant, là. Une femme qui a accouché, mais qui n'allaite pas, est-ce qu'elle va avoir un peu les mêmes enjeux? On va avoir un enjeu hormonal qui va être généralement plus court. Tu sais, souvent, chez une femme qui allaite pas, le retour de règles va se faire dans les 2 premiers mois, 3 premiers mois, habituellement, là, quand tout fonctionne habituellement comme sur des roulettes. Fait que généralement, quand les règles reviennent, les hormones se placent, puis donc les estrogènes reviennent, fait que ça aide quand même à ce niveau-là. Par contre, si on pense aux accouchements par voie vaginale, il y a aussi une possibilité d'avoir eu une déchirure au niveau de la région du périnée. Donc, je vais juste ressortir là, ma petite vulve. Donc, en fait, quand on parle de déchirure à l'accouchement, ils donnent souvent un grade, là, donc de 1 à 4. Puis le grade va nous déterminer en fait à quel point ça a déchiré vers le bas, vers le sphincter anal, donc le muscle autour de l'anus. Donc, quand on commence avec un grade 1, on est vraiment dans la muqueuse là, vulvaire. Donc, c'est vraiment seulement les tissus de la peau, si on veut, là, qui ont été affectés. Quand on tombe dans un grade 2, ça vient commencer à déchirer au niveau de la musculature, mais les muscles vraiment plus là, vulvaires, si on veut. Quand on tombe dans un grade 3, on a commencé à atteindre le sphincter anal. Puis quand on tombe à grade 4, ben là, on a vraiment déchiré complètement là, jusqu'à atteindre finalement l'intérieur du canal anal. Donc, c'est des gens qui vont généralement être plus à risque d'avoir des difficultés au niveau de leur plancher pelvien, autant au niveau de leur capacité à retenir les urines que les sels et les gaz. Donc évidemment, si j'ai une déchirure dans cette région-là, puis qu'on a suturé, ben il y a eu une plaie, une cicatrice, c'est sensible et donc ça aussi, ça peut être une cause de douleur, dans la région du plancher pelvien, de la vulve, chez des femmes qui allaitent ou non, en fait. J'ai envie qu'on parle du point du mari. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Parce que Ouais. là, on parle d'accouchement, de déchirure, de suture. Le fameux point du mari, Bon, qu'est-ce que c'est? écoute, le point du mari, j'ose espérer que c'est quelque chose qui a été moins fait récemment. J'en entendais plus parler là, chez mes patientes qui ont peut-être 45-50 ans et plus. Là. Mais le fameux point du mari, à l'époque où c'était beaucoup des hommes qui étaient gynécologues, quand ils recousaient en fait là, la cicatrice du périnée, ben ils venaient coudre, puis là ils demandaient des fois au mari, voulez-vous que je vous en fasse un de plus pour que ça soit bien serré la prochaine fois que vous allez avoir des relations sexuelles? Comme si l'homme, le mari de la femme, était le propriétaire du vagin et que c'était à lui de décider du corps de la femme en collaboration avec le gynécologue et que la femme, dans ce temps-là, avait rien à dire. Mais bien sûr, si on suture trop serré, on s'entend que ça va probablement faire de la douleur et ça va probablement redéchirer parce qu'en fait, ce qu'on suture, c'est de la peau, puis c'est de la peau qui va manquer d'élasticité, puis qui était pas comme ça avant non plus, là. Donc clairement, grosse erreur. Donc, il y a aucun bénéfice à Absolument. faire ce point-là. 0 pin barre. Pour personne. Pour personne. On a ouais, c'est ça. On a parlé aussi de la ménopause. Est-ce que tu peux nous élaborer un peu c'est quoi le syndrome génito-urinaire de la ménopause? Tu sais, qu'est-ce que ça l'englobe? Puis est-ce qu'il y a des solutions? Parce que je pense que là, on a parlé beaucoup des problématiques, mais on pourrait commencer à parler aussi, là, est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des solutions disponibles là, pour tous ces problèmes douloureux-là? Ben, en fait, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est un peu comme on vient de discuter là, au niveau de la femme qui allaite. C'est une perte vraiment de qualité au niveau des tissus de la région de la vulve. Donc, on va avoir une diminution de l'afflux sanguin. Donc, le sang se rend moins bien dans cette région-là,
qui dit sang dit engorgement, on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, si le sang se rend moins bien dans la région, ben les tissus s'assèchent, ils s'amincissent, la muqueuse est moins rouge, elle est moins belle, elle est moins gorgée. Donc, ça amène une sécheresse sur les parois, mais ça amène aussi un amincissement des tissus. Donc, la muqueuse est plus mince, la musculature s'affaiblit aussi. Puis, on parle de urinaire aussi parce que souvent, quand on diminue l'afflux sanguin dans cette région-là, ben on se retrouve aussi avec des problématiques au niveau urinaire. Le plancher pelvien, les muscles dont on a parlé tantôt, leur rôle, entre autres, c'est d'être capable de soutenir les organes, donc entre autres la vessie, pour éviter que quand on tousse, quand on rit, quand on éternue, quand on court, quand on saute, qu'on ait des fuites. Mais si ces muscles-là font moins leur travail, parce qu'ils reçoivent moins de sang, puis si les tissus même dans l'urètre, là, l'urètre, c'est le canal entre la vessie puis la sortie. Donc, par exemple, ici, ça, c'est mon urètre. Elle est un peu plus longue que ça habituellement, là. Mais si au niveau de l'urètre, il y a moins de vascularisation aussi, l'urètre va devenir un petit peu plus ouverte. Fait qu'à la place que les tissus soient bien collés ensemble puis que ça empêche les fuites de sortir, on a vraiment là, une ouverture au niveau du canal. Puis ça fait que si quelqu'un tousse, rit, éternue, ben les gouttes peuvent passer plus facilement. Fait que C'est souvent, ça, les il y a femmes, comme pas de il y a pas de serrure à la sortie de la porte, là. le plancher pelvien fait partie des serrures. Ouais. Je dirais que il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on est capable d'être continent, qu'on est capable de garder notre urine à l'intérieur, mais on vient affaiblir un peu toutes ces serrures-là. Tu sais, fait qu'on avait des serrures de backup, puis là, tout ça commence à tomber un petit peu, là. Fait que donc, ces femmes-là se retrouvent avec des fuites urinaires, en plus d'avoir de la sécheresse vaginale, en plus d'avoir souvent de la douleur aux relations sexuelles, en plus d'avoir moins de libido, en plus d'avoir tous les autres symptômes de ménopause qu'on connaît, là, comme les bouffées de chaleur et compagnie. Puis dans le fond, tout ça, c'est vraiment provoqué par les changements hormonaux. Fait que la descente des hormones sexuelles de la femme, là, fait qu'entre autres les estrogènes, le Oui, progestérone et tout. OK, exact. parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, oui. C'est quoi les solutions? Ouais. Ben, je dirais d'un point de vue médical, une des choses qu'ils font souvent puis qui fonctionne quand même bien, ça va être d'aller donner des hormones, dans la région vulvaire vaginale. Donc les hormones peuvent être insérées dans le vagin, pour être capable d'aider justement là, à redonner un petit peu plus de vitalité, de vigueur, à la région. Donc ça, c'est une des choses qu'ils peuvent faire et ça peut être fait aussi, dans un contexte de syndrome génito-urinaire de l'allaitement en passant. Donc, souvent, les femmes qui allaitaient justement et avaient des douleurs comme celle-là peuvent avoir une amélioration là, de leurs symptômes. Puis c'est vraiment temporaire. Quand l'allaitement est cessé, généralement, les hormones se placent puis ils n'ont plus besoin. Mais donc, la ménopause, étant donné que c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps, si les femmes ont des soulagements avec les hormones intravaginaux, ben il faut qu'ils les poursuivent toute leur vie et ou tout le temps qu'ils souhaitent avoir, par exemple, une vie sexuelle active, pour faire en sorte que leurs symptômes soient améliorés, en fin de compte. Il va aussi y avoir la possibilité d'utiliser des hormones systémiques, là. Donc, ces gens-là vont utiliser des hormones soit par la bouche, soit au niveau, de la peau pour être capable d'aider à tous leurs symptômes. Donc, souvent, ça va traiter aussi, là, tout ce qui est plus, brouillard mental, fatigue, irritabilité, bouffée de chaleur, saute d'humeur, mais ça peut aussi aider, là, au niveau de la sécheresse vaginale quand on prend des hormones systémiques. C'est ça, fait que ça, faut en discuter avec notre médecin Absolument. parce que c'est le médecin qui va pouvoir prescrire ça, évaluer les symptômes. Mais il faut savoir c'est ça qu'il y a des options quand même disponibles. Si on revient aux femmes un petit peu plus jeunes là, qui ont de la dyspareunie primaire ou secondaire, est-ce qu'il y a des traitements, tu sais, qui existent pour ça? Oui, bien certainement. Dans tous les cas, tu sais, puis on a parlé vite, vite du syndrome génito-urinaire de la ménopause, mais même dans ces cas-là, la rééducation périnéale, donc la physiothérapie de la région du plancher pelvien, c'est des choses qui peuvent aider. On entend souvent parler là, des fameux exercices de Kegel. Les exercices de Kegel, en fait, c'est juste un nom pour la contraction des muscles du plancher pelvien. Puis on sait, en fait, avec les études qui ont été faites, que quand on fait des exercices de plancher pelvien, donc contraction, relâchement, renforcement, on est capable d'envoyer plus de sang dans la région. Donc, pour les femmes qui ont des syndromes génito-urinaires de la ménopause ou même de l'allaitement, on vient activer la région, on vient augmenter la circulation sanguine et ça peut donc améliorer finalement les symptômes qu'on a dans ce contexte-là d'atrophie. C'est le même principe que quand on marche, on active les muscles de nos mollets, donc ça active la circulation sanguine, fait que ça fait circuler le sang, puis ça vient justement alimenter là, la région qui est à travailler, fait que c'est le même principe, là. C'est des muscles aussi.
Quand on parle là, tu sais, c'est de physiothérapie, est-ce que c'est toutes les physiothérapeutes qui sont capables de faire ça ou ça prend vraiment des formations particulières? Dans le fond, la physiothérapie, en général, quand on gradue de l'université, on fait un cours qui est très, très, très généraliste, donc on est capable de travailler dans différents milieux. Puis après, ben, selon qu'est-ce qu'on choisit de faire comme pratique, il faut aller se spécialiser, si on veut. Je mets «spécialisé» entre guillemets parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est spécialiste, donc on va aller chercher une expertise. Pour la rééducation périnéale, là, il y a tout récemment eu des nouvelles recommandations, si on veut, qui ont été sorties par notre ordre professionnel pour cadrer un petit peu plus, régir en fait qui a le droit de faire de la rééducation périnéale. Donc, dans les 10-15 dernières années, là, les gens qui voulaient faire de la rééducation périnéale comme physiothérapeute pouvaient se former un peu à leur guise et commencer à en faire sans nécessairement que ça soit plus régi que ça, ce qui est un enjeu à mon avis. Mais donc, avec ce nouveau référentiel de compétences-là, ça demande vraiment que pour chaque problématique qu'on traite en rééducation périnéale, on ait fait une formation avec un certain nombre d'heures pour se sentir suffisamment outillé pour traiter cette problématique-là. Donc, par exemple, si je veux traiter des problématiques en lien avec la grossesse, il faut que j'aille fait un certain nombre d'heures pour être capable de prendre cette clientèle-là, mais ça ne veut pas dire que je vais pouvoir traiter des hommes ou des enfants ou des gens qui ont eu un cancer, par exemple. Fait que donc, on parlait tantôt du micro-programme de l'Université de Montréal. C'est présentement la seule formation universitaire dans la province de Québec qui donne un diplôme en rééducation périnéale, un diplôme universitaire. Par contre, il existe d'autres formations qui se donnent. Tout ça après avoir gradué de la maîtrise en physiothérapie de l'université pour aller chercher justement là, des cours sur des sujets ou des clientèles qui peuvent nous intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels que les physiothérapeutes puis les médecins qui peuvent aider avec les problématiques de douleur là, au niveau des organes génitaux féminins? Absolument. Dans un contexte où on parle de douleurs sexuelles, entre autres, je pense que c'est super intéressant de pouvoir travailler en collaboration avec des sexologues. Moi, je le fais généralement là, dans un contexte où nécessairement, quand on se met à avoir de la douleur, on a des réactions de notre corps, comme on parlait tout à l'heure, de prévention, de précaution. Puis il vient aussi toutes sortes d'autres sentiments de culpabilité, entre autres, sur ah ben là, la fréquence est pas à mon goût, là, mon partenaire il va peut-être commencer à être tanné, il va-tu aller voir ailleurs? Même moi, par rapport à moi-même, c'est plus fort que moi d'avoir cette douleur-là, mais j'aimerais donc bien ça, avoir une relation satisfaisante au niveau, tu sais, de mes activités sexuelles avec mon partenaire. Fait que toutes ces émotions-là qui remontent doivent être prises en considération. Puis, bien sûr, comme physiopérinéale, on est très sensible à ça, mais on n'est pas les meilleures personnes pour adresser ça en détail. Donc, les sexologues sont super outillés et vraiment des bonnes personnes avec qui collaborer là, dans un contexte où on a de la douleur sexuelle. Évidemment, là, aussi les personnes qui ont eu des violences à caractère sexuel, j'imagine. En fait, les sexologues ont comme une formation variée, là. On peut faire un baccalauréat en sexologie. Dans ce cas-là, les sexologues peuvent faire, ce qu'on appelle de la relation d'aide. Ils peuvent donner des conseils sur les habitudes de vie, le quotidien, mais ils seront pas en mesure de faire ce qu'on appelle la psychothérapie. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait la maîtrise. Donc, à partir du moment où un sexologue a la maîtrise, il va être considéré comme psychothérapeute. Il peut donc habituellement donner des reçus de psychothérapie et peut aller un peu plus profond dans les problématiques. Donc, justement, soit un psychologue, soit un sexologue, psychothérapeute peut aller justement creuser peut-être plus là, dans les problématiques de trauma sexuel, problématiques plus profondes au niveau de l'estime de soi, ce genre de choses-là. Là. Puis dans cette optique-là, est-ce que tu penses que d'impliquer l'entourage ou, tu sais, le partenaire, le ou la partenaire, hem, est-ce que tu penses que ça fait une différence? Est-ce que la personne qui a de la douleur peut s'en sortir sans impliquer son entourage ou il y a vraiment une plus-value à impliquer toutes les gens, là, qui gravitent autour de cette personne-là? Ben, je pense que d'avoir un sentiment, d'appui de la part de l'entourage, c'est essentiel. Après, tu sais, je pense que entourage, tu sais, une femme, par exemple, qui a de la douleur aux relations avec son partenaire est pas obligée d'en parler avec sa mère, là, tu sais, on s'entend, mais la personne qui est impliquée dans le contexte de l'intimité, je pense, doit absolument être impliquée et inclus dans cette discussion-là, dans cette situation-là. Puis, tu sais, ça peut être impliqué de plusieurs façons, là. Je veux dire, j'ai des partenaires qui sont venus dans des rendez-vous de physio pour apprendre comment faire des étirements avec leur conjointe au niveau des muscles, apprendre comment faire, tu sais, des massages.
apprendre en général comment ça se passe puis pourquoi leur conjointe a ces symptômes-là, pour être plus informés. Puis il y en a d'autres que, ben, ils vont être à l'écoute, puis ils vont comprendre, puis ils vont faire de leur mieux, tu sais. Mais nécessairement, quand on parle d'une problématique de, entre autres, relation à la douleur à la pénétration, on va y aller par étapes. Tu sais, les femmes vont au début commencer par pratiquer de l'insertion de façon individuelle avec, entre autres, là, un outil qu'on appelle les dilatateurs. Donc, des dilatateurs, ça, c'en est un exemple. Il y en a plein d'exemples, mais c'est des objets, en fait, là, de forme cylindrique qui permettent de pratiquer une insertion graduelle. Ils peuvent venir aussi aider là, à faire des étirements de chaque côté. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment utiles là, pour aider les problématiques à la pénétration, mais je pense qu'il faut que ça soit bien décrit, pratiqué. Tu sais, c'est ce qui est cool en physio, c'est que c'est pas juste: «V'là tes dilatateurs, fais de ton mieux». Parce que, tu sais, souvent en sexo, ils vont dire: «Ah, ben les dilatateurs pourraient être utiles pour toi», mais ils sont pas en mesure de faire toute la démarche avec la patiente parce que c'est pas ça leur rôle. Donc là, en travaillant en équipe, nous, on travaille sur pratiquer l'insertion, faire les étirements, puis ça peut être fait par la personne seule, mais éventuellement, ça peut être aussi fait avec le partenaire, tu sais. Hem mais donc, éventuellement, quand on a, tu sais, progressé d'un dilatateur à un autre, puis qu'on est rendu à pratiquer dans le concret avec la personne avec qui on a une pénétration, ben il faut que le partenaire soit compréhensif, qu'il sache comment s'adapter, de quelle manière il peut aider l'autre personne à se sentir confortable, pour mettre le plus possible en place, un environnement sécuritaire pour que la personne, elle soit capable de se sentir, en confiance puis de se laisser aller puis que ça se passe bien. Puis est-ce que des fois tu exiges ou tu suggères fortement de cesser la pénétration temporairement? Est-ce que ça fait partie du plan de traitement? Est-ce qu'on explore les autres possibilités? Parce que j'imagine qu'il y a des solutions quand même pour garder une certaine sexualité satisfaisante pour la femme, sans que ça implique des pénétrations. Ça fait partie des recommandations. Est-ce que je fais du one size fit all? Non, pas avec personne. Fait que, tu sais, on s'adapte toujours à la personne, à sa relation, à son couple, à sa réalité. Fait que, tu sais, ça va souvent m'arriver de le mentionner. Il y a certaines personnes qui vont accepter avec, plaisir, puis il y en a d'autres qui vont remettre ça un petit peu en question. Hem Ça va vraiment dépendre de la situation. Tu sais, ça dépend à quel point c'est difficile l'insertion, ça dépend à quel point, j'ai l'impression que la personne, elle s'écoute pas justement, puis qu'elle a une crainte, une retenue, mais qu'elle verbalise pas suffisamment. Puis même des fois, malheureusement, j'ai l'impression que ça leur fait du bien que ça vienne de moi, là. Tu sais, tu diras à ton partenaire que la physio, elle a dit que c'était pas une bonne idée pour un certain temps, qu'on essaye, tu sais, puis Ouais, c'est ça, des fois, c'est comme une certaine validation, oui, puis ça met comme une espèce de bombe oui. sur le vécu de la patiente parce que c'est tu sais, ça valide justement là, de dire: «Ben, c'est pas dans ma tête, cette douleur-là, elle est réelle, puis une des solutions temporairement, c'est d'arrêter de m'exposer à l'élément qui provoque ma douleur». Fait que je pense que c'est ça, ça enlève une pression. Des fois, tu sais, on parlait du partenaire, ça peut être bien que le partenaire soit là aussi quand on le nomme, si la femme est pas capable après ça de le nommer elle-même. Fait que, tu sais, je pense que d'impliquer, c'est ça, tout le monde un peu dans le processus, ça fait partie de la démarche thérapeutique. Tout à Ça fait. peut aider aussi là à impliquer puis à faire mieux comprendre la problématique parce que ça reste abstrait, hein. Tu sais, une douleur, c'est une expérience qui est multifactorielle Et personnel. et personnelle. C'est un vécu qui est vraiment propre à chaque personne. Mmh. Quand que l'autre personne associe l'activité sexuelle à un plaisir, normalement, c'est difficile peut-être de comprendre que ça peut être juste de la douleur parfois, là. Oui, puis tu sais, souvent quand j'ai ces discussions-là, puis entre autres, si tantôt on parlait de jeunes adolescentes ou jeunes adultes, tu sais, hem, c'est comme si, de façon générale, la vision de la société d'avoir une relation sexuelle, très hétéronormative homme-femme, c'est d'avoir une pénétration. Puis souvent, tout ce qui est pas une pénétration, les gens appellent ça des préliminaires. Tu sais, c'est drôle, là, parce qu'on comme, ben, on a eu une relation. Ben non, en fait, on n'a pas eu une relation. On a eu des préliminaires. Puis là, je suis comme, mais si c'était agréable, puis que ça a été des contacts sexuels, puis ça a été des touchés sexuels, c'est pas des préliminaires, c'est une relation sexuelle sans pénétration, tu sais. Mais là, le chum a l'impression qu'on fait juste des préliminaires, puis qu'on n'a pas vraiment atteint l'objectif ultime. Tout ça, entre autres, encore à cause de la pornographie, la vision des choses et tout ça, tu sais. Mais c'est important, comme tu dis, que les gens se donnent le droit
de dire: «Hey, j'ai le goût d'être en contact avec mon partenaire ce soir, j'ai le goût de me coller, j'ai le goût qu'on se caresse, j'ai le goût qu'on s'embrasse, mais ça me tente pas d'avoir une pénétration». Puis souvent, les femmes se donnent pas le droit de le dire, puis ça fait en sorte qu'ils se forcent un peu à avoir une pénétration. Là, bon, finalement, soit ça a été correct, soit ça a fait mal, mais tu sais, c'était tel que tel. Alors que si on leur ouvre la porte à dire, ben il y a moyen d'avoir d'autres types d'intimité que des activités pénétratives, ben là, ils ouvrent cette possibilité-là et là, ils se permettent de verbaliser plus leurs désirs, leurs besoins à leur partenaire. Et là, des fois même, la fréquence des rapports va augmenter parce qu'ils ont le goût d'avoir de l'intimité, ils ont le goût d'avoir de la sexualité, mais ils n'ont pas le goût d'avoir une pénétration. Et là, donc, ça leur tenterait peut-être 3 fois par semaine d'avoir une stimulation du clitoris puis que ça finisse avec du plaisir, un orgasme, mais ça leur tente pas d'avoir une pénétration 3 fois par semaine. Puis là, je donne des chiffres qui sont tout à fait bidons, là. Hem, Fait que souvent, ça fait du bien, tu sais, de se permettre d'aller là puis de malheureusement, tranquillement pas vite, faire changer les choses un couple à la fois sur c'est quoi la vision d'une activité sexuelle, puis de modifier cette perception-là. C'est ça, puis tu parles, tu sais, de mener à l'orgasme, même s'il y a pas un orgasme à la fin, ça peut être une Tout à fait. activité plaisante dans l'intimité, fait que juste, tu sais, c'est ça, les caresses, se coller, n'importe quoi, s'embrasser, tu sais, ça peut être tous des éléments qui apportent une satisfaction au niveau du couple, de la relation d'intimité. Fait que, tu sais, faut pas voir non plus l'orgasme comme l'objectif ultime, mais effectivement, tu sais, de se déculpabiliser puis d'être capable de nommer un peu c'est quoi nos besoins. Mais je pense que ça fait partie du processus thérapeutique en douleur, hem, parce que ça vient comme un peu, abaisser le niveau de vigilance par rapport à la potentielle douleur qui s'en vient, là. Oui. Oui, puis que la personne qui a de la douleur vive des succès puis du plaisir dans un contexte de toucher sexuel. Tu sais, que le cerveau arrête d'interpréter cette zone-là comme étant toujours un danger et une menace, puis le toucher de son partenaire comme étant toujours précurseur de danger ou menace. Tu sais, ah là, il me caresse, c'est le fun, j'aime ça, mais je sais qu'est-ce qu'il veut dans le fond, puis là, ça me crée de l'anxiété parce que je sais qu'il va vouloir qu'on ait une pénétration, puis là, ça me tente pas d'y dire, puis là, finalement, on n'est pas du tout dans le plaisir du moment, on est dans l'anticipation de la suite. Puis ça fait qu'éventuellement, le couple, tu sais, se perd de vue parce que la personne, la femme, elle a pas envie d'avoir de l'intimité avec son partenaire, tu sais. Fait que de désensibiliser la région, de rassurer le cerveau, mais aussi de rapprocher le couple pour que la confiance se rebâtisse, puis que la femme arrête d'anticiper, puis qu'éventuellement, quand elle se sent prête, ben que ça soit même elle qui initie l'intention de la pénétration si elle le désire parce qu'elle a recommencé à avoir le goût de ça, alors que elle avait plus le goût de ça parce que finalement, c'était une activité qui était perçue comme dangereuse par son corps, là. Tout à fait. Puis, tu sais, d'être accompagné par un professionnel aussi, ça permet de connaître des nouvelles choses ou, il y a des outils intéressants, là, tu sais, entre autres, je pense, il y a le O-Note, là. Veux-tu expliquer c'est quoi? Oui, ben, mais tu pouvais y aller, là, c'est super intéressant. Mais oui, le O-Nut, c'est comme un peu une suspension pour le pénis, dans le sens où, là, j'ai pas d'exemple physique, là, mais c'est vraiment comme des espèces de petits beignes en silicone qu'on insère sur le pénis et qui peuvent être comme additionnés. Là, donc, on peut en mettre un, deux, trois, quatre. Ce que ça permet, en fait, c'est quand le partenaire arrive au fond de la pénétration, à place que ça soit le pénis qui accote sur le col ou sur le fond vaginal, par exemple, ben ça va être finalement le bassin de la femme qui va accoter sur le silicone. Donc, ça empêche d'avoir la pénétration au fond du vagin qui peut créer de la douleur. Donc, ça permet d'avoir quand même une intensité, une passion dans le rapport sexuel, sans avoir peur de faire mal finalement, puis sans que justement la femme elle ait des craintes que ça crée de la douleur. C'est ça. Puis tu sais, les lubrifiants, là, OK, c'est super de base, mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez, normalisé ou, connu ou utilisé. Tu sais, ton opinion sur les lubrifiants, c'est quoi? Mettez-en, puis arrêtez de vous sentir mal d'en mettre. C'est mon premier message. Je pense qu'on est encore dans l'espèce de vision, pornographique que la femme est Oui, c'est ça. toujours prête, toujours mouillée, toujours bien excitée parce que juste la vision du membre de son homme l'émoustille, là. Puis c'est pas une question de performance d'avoir besoin de lubrifiant ou pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on met du lubrifiant qu'on mouille pas assez ou peu importe. Le lubrifiant, son rôle, en fait, c'est de faciliter le début de l'insertion et la poursuite du frottement pour s'assurer finalement que c'est le plus confortable pour tout le monde. Fait que
s'il vous plaît, arrêtez de vous poser la question puis mettez-en. D'ailleurs, il y a un peu de lubrifiant sur les condoms, sur les préservatifs, mais c'est pas suffisant. Mettez-en encore, c'est nécessaire. Puis ça va souvent faire en sorte que le début de la pénétration est beaucoup plus confortable et donc que le corps va quand même capable de rester excité et donc que la lubrification naturelle va s'en suivre. Fait que ça fait juste catalyser, là. C'est comme juste une espèce de petite étincelle pour que la flamme elle pogne plus vite puis que ça soit juste plus agréable puis plus facile de poursuivre l'activité pénétrative. Fait que pourquoi se sentir mal d'utiliser du lubrifiant? Je ne comprends pas, mais je le recommande à tous et à toutes. Puis juste dire qu'il y a différentes Oui. sortes de lubrifiants, hein. Fait que, tu sais, il y a des types de lubrifiants qui vont être adaptés à une situation plus qu'une autre. Veux-tu juste expliquer, rapidement, là, c'est quoi les possibilités, Oui. de lubrifiants? Puis tu sais, en passant, ça, c'est malheureusement le genre d'éducation qu'on doit faire comme physio-périnéale, puis probablement que les sexologues le font aussi parce qu'on l'apprend comme pas ailleurs, mais ça devrait faire partie, à mon avis, de nos cours d'éducation sexuelle. Mais donc, il y a comme 3 grandes catégories de lubrifiants habituellement dont on parle. On a les lubrifiants à base d'eau, on a les lubrifiants à base d'huile, puis on a les lubrifiants à base de silicone. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Je dirais les lubrifiants à base d'eau, ce qui est très important, c'est de s'assurer que le pH va être le plus neutre possible parce que si on a un lubrifiant avec un pH qui est inadéquat, ça peut venir altérer le pH de la femme et faire en sorte par la suite qu'elle a vaginite, vaginose, douleur, sécheresse parce que le lubrifiant n'était pas adapté. L'autre chose aussi qu'il faut regarder, puis là, on tombe dans de la chimie, puis je veux pas tomber là-dedans trop en détail, mais l'osmolalité, c'est le principe, en fait, que les molécules d'eau vont s'en aller à l'endroit où il y a moins d'eau. Donc, si mon lubrifiant a une plus basse osmolalité que mon vagin, ce que ça fait, c'est que ça fait un appel d'eau et ça assèche ma muqueuse. Fait que pendant ma relation, j'ai une pénétration, c'est pas si pire, mais après, mon vagin devient beaucoup plus sec à cause que la composition de mon lubrifiant était pas adaptée. Donc, c'est vraiment les 2 choses à surveiller. Puis, malheureusement, dans les pharmacies, c'est souvent pas les meilleurs lubrifiants qui sont en vente. Donc, c'est plate parce que ce qui est facilement accessible pour quelqu'un qui veut pas trop se casser la tête, puis qui a pas nécessairement envie d'entrer dans une boutique érotique, c'est pas toujours les meilleurs choix. En termes de veux-tu qu'on Mettons, là, tes coups de cœur, là, ouais, parce que, tu sais, nous, on n'a aucune affiliation oui, commerciale avec personne, là, fait que absolument. En tant que c'est physio. ça, tant mieux pour eux. Ouais, c'est ça, en tant que Exact. physio, là, qu'est-ce qu'on recommande dans notre bureau comme mettons, c'est quoi, tes 2 lubrifiants coup de Préféré? cœur? Ouais. En termes de lubrifiant à base d'eau, j'aime beaucoup le Good Clean Love. C'est un lubrifiant qui est presque de la vinaigrette à salade, tellement c'est des ingrédients naturels biologiques. Donc, pour les femmes qui cherchent quelque chose de peut-être un petit peu plus là, naturel, qui ont peur des produits chimiques, ça peut être une super belle option. Puis Good Clean Love font aussi maintenant des hydratants vaginaux. Donc, ça, c'est vraiment plus une substance qu'on va utiliser sur une base plus régulière dans la semaine pour aider à ce que l'hydratation dans tout le canal vaginal soit plus confortable. Donc, entre autres, quand on parlait de ménopause ou d'allaitement, ça peut être un outil super intéressant à utiliser. Puis, on peut même le combiner avec un lubrifiant au moment de la pénétration. Donc, ça s'insère avec une petite seringue dans le canal. Ça lubrifie tout le canal, alors que le lubrifiant, souvent, on l'utilise à l'entrée du pénis, en fait, à l'entrée du vagin sur le bout du pénis ou de l'objet qu'on utilise là, pour faciliter le glissement. Donc, le Good Clean Love, généralement, il est accessible là, dans certaines pharmacies, toute la chaîne Pharmaprix les ont. Puis chez Walmart aussi, des fois, sont trouvables, sinon en ligne, malheureusement. Là. Puis un autre que j'aime bien, c'est le Yes. Celui-là, encore là, je pense juste accessible en ligne. Yes font aussi un lubrifiant à base d'huile qui est très bien, puis aussi un hydratant vaginal. Donc ça serait mes 2 préférés. Là. Mettons qu'on revient au syndrome génito-urinaire, là, d'allaitement, de la ménopause. Est-ce qu'il y a un type de lubrifiant que tu recommandes plus qu'un autre? Oui, ben en fait, un des avantages du lubrifiant à base d'eau, c'est qu'il coûte moins cher, puis il est généralement plus facile à nettoyer autant sur soi que dans les draps, par exemple. Mais l'inconvénient principal, c'est qu'il s'assèche plus vite. Donc, c'est pas nécessairement mon premier choix dans un contexte où on a beaucoup de sécheresse vaginale, parce que justement, il va avoir une certaine durée de vie un peu plus limitée. Fait que dans un contexte comme celui-là, j'aime beaucoup proposer le lubrifiant à base de silicone ou à l'huile si jamais la personne est vraiment inconfortable avec l'idée d'utiliser du silicone là, dans son corps. Ce qui est bien avec le silicone, en fait, c'est que ça fait une pellicule glissante par-dessus la muqueuse et donc ça ne sera pas absorbé par le corps. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas dangereux d'utiliser ça dans la région vaginale. Mais ça vient vraiment créer un glissement qui est beaucoup plus durable parce qu'il n'y aura pas d'évaporation
des particules d'eau. Donc, il est super efficace, il va durer très, très longtemps, il va être un petit peu plus difficile à laver justement parce qu'il est pas à base d'eau, donc ça se peut qu'on se sente un peu glissante pendant quelques heures par la suite. Généralement, il ferait pas de taches dans les draps, mais il peut être un petit peu plus difficile à nettoyer aussi, là. Par contre, il est un petit peu plus dispendieux, mais de façon générale, on a moins besoin d'en mettre. Donc, une goutte ou deux de lubrifiant à base de silicone, souvent, c'est suffisant pour couvrir, mettons, tout le pénis ou tout le dilatateur pour permettre une pénétration qui est beaucoup plus confortable. Puis est-ce qu'il y a des types de lubrifiants qu'on peut pas utiliser, mettons, avec un condom? Oui. Ben en fait, c'est là où j'allais, là, le lubrifiant à base de silicone, il faut faire attention si on veut l'utiliser avec un jouet ou un dilatateur en silicone parce que silicone avec silicone va endommager. Donc, par exemple, mes dilatateurs que j'ai ici, c'est du silicone. Donc, je pourrais pas utiliser un lubrifiant à base de silicone avec ceux-là. Il faudrait que je les utilise là, avec un lubrifiant à base d'eau. Pour les condoms, c'est vraiment les lubrifiants à base d'huile qu'on peut pas utiliser parce que l'huile va venir briser là, le préservatif. Donc, soit un lubrifiant à base de silicone ou un lubrifiant à base d'eau là, serait compatible avec les condoms. Puis dans les produits de santé naturels, là, est-ce qu'il y a des équivalents lubrifiants commerciaux? Tu sais, on peut mettre, mettons, de l'huile d'olive, l'huile de coco? Qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on veut se faire une petite recette Ouais, maison, là. ouais, ouais. Écoute, c'est controversé tout ça, Isabelle. Je sais pas c'est quoi ta position là-dessus. Moi, les gens qui me disent qu'ils ont trouvé une stratégie qui fonctionne pour eux, généralement, je les laisse aller parce qu'il y a des femmes qui vont dire, peu importe ce que j'utilise, vaginite, 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 puis là, finalement, j'ai pris de l'huile de coco, puis la vie est belle. Fait que, tu sais, honnêtement, je les laisse aller. J'ai des collègues autour de moi, j'ai des mentors qui sont comme de façon générale, tout ce qui est comestible n'est pas nécessairement l'idéal à utiliser dans cette région-là. Moi, ma compréhension de l'huile d'olive, c'est que c'est quelque chose qui peut être irritant pour la peau. Fait que c'est souvent pas l'huile d'olive que je vais recommander. L'huile de coco est un petit peu plus décrite, là, je dirais. Il y avait des études là, qui avaient été sorties sur justement l'utilisation de l'huile d'olive comme lubrifiant. C'était pas nécessairement des conclusions qui étaient négatives par rapport à cette option-là, mais je te dirais que comme professionnelle de la santé, je suis toujours un petit peu plus frileuse là, de recommander ouvertement ça aux femmes Même chose que toi. parce que Parce que, tu sais, faut c'est ça, on n'a mettre pas des ça, là. données béton qui nous disent qu'il y a plus, en fait, qu'il y a aucun risque ou que, tu sais, c'est ça. Versus, mettons, un lubrifiant qui a été commercialisé, qui a eu des processus d'analyse derrière ça. Fait que même chose que toi. Mais, tu sais, on s'en fait parler. Fait que c'est pour ça que je te le demandais, là, parce que je comprends qu'il y a des femmes qui veulent pas prendre des produits un peu synthétiques. C'est tout à fait légitime. Fait que je pense que c'est bien d'être ouvert puis Mhm. de justement, d'accompagner les gens, là, en leur disant: «Ben, voici ce qu'on a comme données, puis après ça, vous décidez qu'est-ce que vous faites avec ça comme information», là. Exact. J'aimerais qu'on parle, là, avant qu'on termine, là, de le personnel soignant. Mettons, toi, tu es une femme, qui a de la douleur, au niveau des organes génitaux. Tu t'en vas faire ton examen gynécologique, un pap test, qu'est-ce que tu conseillerais, là, au personnel soignant pour mieux accompagner ces femmes-là? Parce qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres, toi et moi, OK. sur des mauvaises expériences. Puis ça contribue à perpétuer le cycle de douleur, Ouais. évidemment. Ouais. Fait que ça serait quoi tes must, là? Tu sais, qu'est-ce que tu recommandes au personnel pour être capable de ne pas exacerber la problématique, mais être un vecteur de changement positif? Je sais pas si tu as entendu parler du principe d'approche sensible au trauma. Le nom en anglais, c'est Trauma Informed Care. Fait que c'est vraiment quelque chose qui ressort récemment dans la littérature sur justement, euh, en fait, prendre pour acquis que tout le monde peut arriver avec un trauma. Puis tu sais, quand on parle de trauma, on a parlé des traumas sexuels qui touchent une femme sur trois, qui sont déjà extrêmement fréquents, mais un trauma, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose que tout le monde pourrait considérer comme traumatisant. Une personne peut avoir un vécu qui est traumatisant ou qui est un trauma pour elle sans s'en rendre compte, sans le savoir, puis sans qu'il y ait nécessairement eu un événement si important que ça, aussi tragique que ça. Tu sais, en termes de trauma qu'on peut mentionner, là, l'accouchement en soi, c'est souvent un trauma. Puis tu sais, c'est quelque chose qui se passe dans un contexte où on est plus ou moins consciente, là, très, très vulnérable. Il y a beaucoup de Mmh. choses qui se passent vite. Fait qu'on peut rester vraiment avec des séquelles de ça. Puis pour l'avoir vécu, puis tu sais, toi aussi, tu l'as vécu, devenir mère, t'as pas le temps de t'occuper de toi dans les premières années après. Donc,
ce trauma-là, tu l'enfouis comme vraiment creux, puis tu l'adresses pas nécessairement, tu sais? Fait que c'est quelque chose qui peut durer très, très longtemps. Fait que donc on C'est pense aussi très banalisé, tu sais, je absolument. pense au niveau de la société, là, c'est comme, ben, voyons, reviens-en, là, tu sais, donner la vie ou être mère, ça existe depuis toujours, puis tu pas plus exceptionnel qu'une autre, mais tu sais, c'est ça, je pense que de pas invalider une situation qui est perçue par la femme comme traumatique, ça fait partie de la solution. Fait que je te laisse Oui. continuer. Oui, fait que donc, les principes clés, en fait, de l'approche sensible au trauma, c'est, entre autres, de créer un environnement qui est sécuritaire. Fait que dans un contexte, par exemple, d'examen, gynécologique, de demander à la personne: «Est-ce que tu aimerais que je verrouille la porte?» Parce qu'il y a des gens qui vont préférer ça, puis il y en a d'autres qui vont être vraiment inconfortables si la porte est verrouillée. De laisser l'espace à la personne pour qu'elle se dévêtisse sans être scrutée par le professionnel. Tu sais, c'est des petites choses, mais qui font une grosse différence, là. C'est pas parce que nous, comme professionnels de la santé, on passe notre journée à évaluer des régions gynécologiques que les gens qu'on évalue sont à l'aise de se dévêtir devant nous. Fait que, tu sais, tirer un rideau, sortir de la pièce, attendre que la personne soit prête, lui donner quelque chose pour se couvrir. Un nombre de fois là où on se fait déshabiller devant le professionnel. Ah ouais, couche-toi sur la table, rien pour mettre par-dessus nous. Fait que là, on voit le professionnel qui travaille dans notre région gynécologique. C'est pas confortable, puis la personne, elle osera pas le dire, là. Fait que c'est de d'aller au-devant, en fait, puis de s'assurer de mettre en place des petites choses qui font la différence pour que la personne, elle se sente confortable, mais aussi en sécurité. Comme tu disais, de pas invalider. Fait que d'écouter activement la personne, puis de la croire. Tu sais, moi, souvent, mes patientes que je suis en rééducation périnéale pour des douleurs qui ont, par exemple, un test PAP à vivre, je leur dis, là, quand tu vas arriver dans le bureau, mentionne que tu as de la douleur aux relations, mentionne que c'est difficile pour toi les examens gynécologiques, mentionne que tu es suivi en physiothérapie pour ça. Puis, j'ose espérer que la personne qui va te recevoir, elle va être disponible et ouverte à t'accueillir dans cette situation-là, puis qu'elle va prendre le temps nécessaire. Mais tu sais, nous, en physio, on y va très graduellement, on s'assure de toujours avoir le consentement de la personne, on utilise des techniques de contraction, relâchement de la musculature pour permettre une pénétration plus graduelle. Puis les gens sont toujours bien surpris que «Hey, ça a pas fait mal» ou «Ça a fait vraiment moins mal», mais c'est parce qu'on est en train de travailler en équipe avec la personne qui est là, puis on s'assure de respecter son rythme. C'est sûr que c'est pas toujours possible, je pense, dans un contexte où la vie va vite, puis 15 minutes pour un pap test, c'est vite passé, là. Mais je pense que c'est essentiel que les professionnels, quand ils reçoivent cette information-là de la personne qui vient pour leur examen, ben, prennent ça en compte, puis malheureusement, peut-être va se mettre en retard, mais pour que le vécu de la personne soit le moins traumatisant possible dans cet examen-là qui est très, très hem, détesté ou inquiétant là, pour beaucoup de gens. Hem, Parler aussi du consentement, là, tu sais, ça, je pense que c'est important parce que le consentement aux soins, des fois, il y a comme un consentement implicite. Donc, la personne se présente à son rendez-vous. Je considère qu'elle consent à faire son examen parce qu'elle est là. Mais tu sais, des fois, la raison de consultation, ça peut être autre chose. Puis, ah, tant qu'elle est là, on va faire ton pap test. Tu sais, de revalider le consentement puis de dire qu'à tout moment, tu peux retirer ton consentement à un soin. Je pense que ça, il y a pas grand monde qui le fait, là. non, c'est clair, c'est ça. Puis tu sais, le consentement, c'est un élément qui se donne une fois qu'on a eu l'information. Tu sais, on parle de consentement libre et éclairé. C'est 2 éléments qui sont essentiels. Un consentement libre, c'est un consentement qui a été fait sans aucune menace, sans aucune influence, sans aucune pression. Tu sais, on s'entend qu'il y a jamais quelqu'un qui va nécessairement te menacer là, mais on pense par exemple dans un contexte de grossesse de dire, ben là, c'est vraiment ce qui est mieux pour ton enfant de faire X, Y, ben ça devient pas un consentement libre parce qu'on met la pression puis la culpabilité de la mère par rapport au bien-être de son enfant. Fait qu'on n'est pas dans un contexte de consentement libre. Un consentement éclairé, c'est d'avoir toutes les informations en main et d'avoir des alternatives avant de donner son consentement. Fait qu'on va aller faire ton test PAP. Est-ce que tu es d'accord? C'est pas un consentement libre et éclairé parce que la personne, elle sait pas c'est quoi que ça engendre nécessairement. On lui a pas décrit ça va être quoi les manœuvres, puis on lui a pas décrit une alternative. Il y en a pas toujours une alternative, mais l'alternative, ça peut être «Et tu as le droit de refuser». Puis ça, c'est une C'est ça, alternative puis en si soi. tu refuses, qu'est-ce que ça implique? Exact. Fait que mettons
oui, tu as le droit de refuser, mais voici les risques ou, tu sais, c'est quoi les différents éléments qui font partie du portrait si tu refuses ou si tu acceptes. Fait que je suis d'accord avec toi, mais tu sais, ça, j'ai pas l'impression que c'est fait, de façon systématique, là. Je pense que c'est une minorité malheureusement, là, de professionnels qui le font. Puis je pense que l'enjeu de temps, il pèse pas beaucoup, mais je pense qu'on devrait se faire un devoir, tu sais, comme Absolument. professionnel qui travaille avec des femmes en situation de vulnérabilité. Parce que, tu sais, de se faire un examen gynécologique, on s'entend que c'est ultra vulnérable. Absolument. Absolument. Moi, je connais pas une femme qui triple là-dessus, là, vraiment. Fait que Tout à c'est fait. ça, je pense qu'on aurait comme intérêt à contextualiser un petit peu mieux puis de mettre, puis tu sais, que ce soit juste, je sais pas moi, tamiser les lumières ou Ah oui, tu ben, sais, le est-ce qu'il gros néon d'en face, là, il est pas super agréable déjà là. Fait que exact. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour que tu te sentes confortable? Est-ce que ça te convient ici? Puis, tu sais, encore comme tu dis, l'espèce de consentement implicite de une fois que la personne est couchée sur la table, avec ou sans son petit drap pour se couvrir, là, selon la situation, c'est pas parce qu'elle est là que tu as le droit de rentrer dans son intimité puis de la toucher sans l'avertir. Tu sais, OK, est-ce que ça te convient si je touche ta cuisse? Est-ce que ça te convient si je touche ta vulve? Est-ce que tu me permets d'insérer mon spéculum? Est-ce que tu me permets d'insérer un doigt? Puis, tu sais, ça, nous, on le fait. Puis souvent, les gens, c'est comme, ben là, oui, là, tu sais, je suis ici, clairement, c'est parce que tu vas me toucher, tu sais, mais ça leur redonne le pouvoir. Puis c'est ça aussi, l'approche sensible au trauma, c'est de s'assurer de empowerer, de redonner le pouvoir, l'empuissancement, de dire: «C'est ta décision, c'est ton corps, puis tu as l'occasion à plusieurs reprises de me dire non». Parce que c'est pas juste de dire: «Ah, tu peux arrêter en tout temps si tu veux». La personne, elle ose pas le dire. La personne, elle ose pas arrêter. non. Elle va dire: «Je vais C'est même quand il donne un consentement verbal, oui, ben, tu sais, il y a certaines réactions du corps qui nous laissent croire que le consentement, il est pas si libre et éclairé que ça. Fait que je pense qu'il faut avoir la sensibilité aussi d'être capable de reconnaître les signaux puis de le refléter à la patiente. Ton corps, présentement, il me dit pas la même chose que ce que tu me dis avec tes mots. Est-ce que tu reviens sur ta décision? C'est bien correct, on peut faire d'autres choses. exact». Si tu as envie plus tard, on reviendra. Mais tu sais, je pense que c'est de laisser l'espace pour que la femme soit capable de s'exprimer, mais le corps nous parle aussi, fait qu'il faut être capable de le voir. Tellement, mais pour ça, il faut avoir le temps. Tu sais, il faut avoir le temps, il faut avoir la sensibilité, puis c'est ça. Je pense que rapidement, les choses deviennent machinales dans un contexte où on enchaîne des examens qui ont été faits de façon tellement répétitive que ça devient comme écouter un cœur. Puis même là, écouter un cœur passant sous un gilet, ça devrait aussi faire partie d'un contexte de consentement libre et éclairé. Tu sais, c'est la moindre des choses, là. Je pense qu'en physio aussi, le fait que quand on fait nos formations en rééducation périnéale, on est nos propres cobayes. Yeah. Ça fait partie du vécu aussi, tu sais, on est capable de, je pense, être plus sensible puis de se mettre dans la peau, être plus empathique parce qu'on sait qu'est-ce que ça implique vu qu'on le fait sur nous-mêmes, là. Fait que, tu sais, c'est ça en physiothérapie, on est toujours dans nos formations, on est nous-mêmes le cobaye de notre collègue. Donc, tu sais, je pense qu'on apprend rapidement à s'exposer nous-mêmes, mais ça nous fait comprendre un peu c'est quoi l'expérience complète dans lequel notre patiente elle est. Je dis pas qu'il faudrait que les médecins fassent ça, mais des fois, ça peut aider à mieux, adapter nos soins puis à avoir une espèce de sensibilité qui est pas toujours offerte, là, dans le contexte des soins. Et puis tu vois, même certains médecins qui viennent en rééducation périnéale, entre autres, suite à une grossesse, ressortent souvent des suivis en disant: «Hey, c'est le fun comment tu fais les choses, tu sais, puis je pense que ça va peut-être changer mon approche», justement parce que quand tu le dis, quand tu le vis, tu conscientises bien plus, ben, comment moi j'ai aimé ça, vivre cette expérience-là, puis pourquoi je suis pas en mesure de reproduire ça pour les gens que je vais toucher par la suite, tu sais. Mais je pense que ça prend un déclic, puis malheureusement, je pense que c'est pas encore comme ça que c'est enseigné à bien des situations, donc ces gens-là ont même pas conscience de leur impact, tu sais, puis c'est ça Non, l'enjeu, c'est là. ça. Bon, fait que je pense que ça va conclure, là, notre épisode ensemble. Ça a été super intéressant. Tu es toujours, très pertinente. Fait que si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, tu as un compte Instagram et Facebook, Oui, c'est ça? oui, exact. Ben, en fait, crr.physio, PHYSIO, c'est mon, à commercial là, pour, Instagram. Puis, même chose sur Facebook, là, s'ils cherchent soit mon nom, complet, soit, ce petit code-là, ils vont me trouver, facilement. C'est ça, puis tu fais partie de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, fait que sur le site de l'Ordre aussi, on peut te trouver facilement, là. Exact. Fait qu'un merci, immense Chloé, puis au plaisir de te reparler. Ça m'a fait plaisir, Isabelle. Merci pour ton invitation. Bye.